Voilà, très content d'être là parmi vous. Alors, il y a quelque temps, Serge et Pierre m'avaient demandé si je voulais parler des platistes, parce qu'il y a quelques années, j'ai pas mal interagi avec eux. Et puis finalement, je me suis dit, tiens, je vais creuser un peu le sujet, et j'ai découvert une histoire qui est assez amusante finalement, mais qui est très riche, au-delà de l'aspect un peu anecdotique. Voilà, c'est ce que je vais essayer de partager avec vous sur le temps qui m'est imparti. Alors, quand on imagine la Terre plate, on associe souvent la Terre plate à cette époque du Moyen-Âge. On dit, au Moyen-Âge, on pensait que la Terre était plate. Les gens pensaient qu'au bout de la mer, des monstres engloutissaient les bateaux. Et d'ailleurs, Christophe Colomb a dû convaincre que la Terre était ronde. Alors, on associe vraiment la notion de Terre plate à une espèce de connaissance, un monde ignorant, vraiment la bêtise. Nous sommes les modernes, et avant, les gens étaient vraiment ignorants de tout ça. Alors, en fait, ce qui est amusant, c'est que cette histoire de Colomb, je vais faire écouter une petite chanson ici. On va voir si le son va passer. Ah, le son n'est pas passé. Ah, zut. C'est pas grave, ok. C'est pas grave. En fait, je voulais faire écouter une petite ritournelle que les enfants aux États-Unis chantonnent à l'école depuis plus d'un siècle, qui raconte en gros l'histoire de Christophe Colomb, et il y a plein de versions qui existent. Donc elle est très amusante. Une fois que vous l'avez en tête, vous ne pouvez plus vous en séparer. Je vous la ferai écouter tout à l'heure si vous voulez. Et dans ce texte-là, on vous dit que finalement, quand Christophe Colomb est parti, il y avait des gens qui pensaient que la Terre était plate. Et donc ça renforce un peu cette croyance que beaucoup de gens ont encore aujourd'hui. Alors d'où vient cette croyance ? En fait, elle est liée au fait qu'au XIXe siècle, il y a cet écrivain qui s'appelle Washington Irving, qui est très connu parce que c'est lui qui est l'auteur de Sleepy Hollow. Il y a eu une version avec Tim Burton il y a quelques années. Eh bien, Washington Irving, en fait, se rend en Espagne et il a accès aux archives de l'époque de Colomb. Et il va publier une biographie de Christophe Colomb, mais c'est une biographie qui est romancée. Et donc, la difficulté, c'est qu'il y a des choses qui sont vraies, et puis il y a des choses où il va vraiment dans la fantaisie. Et notamment, il invente une scène qui est la scène où Colomb est à Salamanque et il doit convaincre les souverains espagnols du bienfait de son idée. Et dans cette scène, en fait, il doit convaincre tous ces gens qui pensent que la Terre est plate, que la Terre est ronde et que ça vaut la peine. Donc c'est lié à cet épisode qui est complètement inventé, qui est farfelu, qui va être repris dans la chansonnette. Aux États-Unis, il y a le Columbus Day qui est tout le temps célébré. Et donc, on a tous dans la tête cette histoire que... avant, on pensait que la Terre était plate. En réalité, tout ça est complètement faux. Et on va se poser la question, depuis combien de temps on sait que la Terre est ronde ? Alors, si on remonte à l'Antiquité, si vous restez avant le IVe siècle avant Jésus-Christ, là, on est dans des terres qui sont plates, rectangulaires ou circulaires. Donc, on a une vision babylonienne ici, une vision mythologique égyptienne, et la vision d'Anaximandre, où là, la Terre est un espèce de petit cylindre qui est là. Donc jusqu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, ok, oui, là, on pense que la Terre est plate avec différentes variantes. Et puis, quand on arrive à l'époque d'Aristote, vraiment le IVe siècle, Aristote fait une synthèse, en fait, des idées de l'époque. Alors, je vais vous donner les grands indices classiques qui font qu'on a compris que la Terre était ronde. Indices qui sont repris par Aristote lui-même. Il dit, en fait, quand on voit des bateaux qui partent à l'horizon donc sur la mer, à un moment donné, ils commencent à disparaître, et c'est la coque qui disparaît avant le mât. Quand on se déplace vers le sud ou vers le nord, le ciel change. Donc il y a des étoiles qu'on voit du sud de l'Europe et qu'on ne voit pas des pays scandinaves et vice-versa. Et puis, quand on a la chance d'observer une éclipse de lune, on voit que la lune est égratignée par une espèce de tache sombre, elle est grignotée, et cette tache sombre, elle est circulaire, en fait, et c'est l'ombre de la Terre. Voilà. Donc quand on voit ça, Aristote dit, c'est une évidence que la Terre est ronde. Alors je vais vous montrer quand même le texte deux extraits où il cite ça. Le texte vaut vraiment la peine. Il dit, en fait, quand on observe la manière dont les astres se montrent à nous, il est prouvé que non seulement la Terre est ronde, mais même qu'elle n'est pas très grande, car il nous suffit de faire un léger déplacement, soit au midi, soit au nord, pour que le cercle de l'horizon devienne évidemment tout autre. Ainsi, les astres qui sont au-dessus de notre tête subissent un changement considérable, et ils ne nous semblent plus les mêmes selon qu'on va au midi ou au nord. Il y a certains astres qu'on voit en Égypte et à Chypre, et qu'on ne voit plus dans les contrées septentrionales. Voilà, il continue à expliquer tout ça, et puis il va un peu plus loin.
où il dit que les mathématiciens ont même réussi à son époque à déterminer cette circonférence de la Terre qu'il exprime dans l'unité de l'époque qui est le stade. Alors, donc, pour Aristote, ça paraît une évidence, et il va même plus loin, il dit, et je pense qu'il y a beaucoup plus de terre que de mer, parce que on voit qu'il y a des éléphants en Afrique, il y a des éléphants en Inde, et les deux terres ont dû communiquer d'une manière ou d'une autre. Donc il y a une grande modernité par rapport à ces idées-là. Donc on est bien loin de l'image arriérée que certains, à notre époque, veulent transposer au Moyen-Âge ou à l'Antiquité. Alors évidemment, un des moments de splendeur, c'est la fameuse démonstration, enfin, le fameux calcul d'Ératosthène de la mesure de la circonférence de la Terre. Je ne vais pas vous l'expliquer ici, ça c'est hors sujet, mais juste en deux mots. Ératosthène, il est directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, et on lui dit que le jour du solstice d'hiver, solstice on y revient, d'été, pardon, dans la ville de Syène, donc qui est aujourd'hui Assouan, donc en Égypte, eh bien, le soleil est vraiment au zénith, et à ce moment-là, la lumière du soleil pénètre au fond des puits. Donc en gros, les ombres disparaissent, et on peut voir les puits qui sont éclairés. Alors qu'au même moment, à Alexandrie, tous les objets ont des ombres. Et donc, il va faire des mesures avec l'obélisque que je vais vous le représenter ici. Et donc, il mesure l'angle qu'on voit ici. On va estimer la distance entre Alexandrie et Syène. Et je passe détail, c'est absolument génial. C'est 3 lignes de calcul. Et il arrive à déterminer une circonférence qui est pas loin de 40 000 km. Alors, c'est pas exprimé en kilomètres, c'est exprimé en stade, mais quand on fait la conversion, on en est vraiment pas loin. Donc, c'est brillantissime. Donc, il n'y a aucun doute, on est au IVe siècle, et de ce moment-là, plus personne, ou presque, ne va douter de la rotondité de la Terre. Il y aura bien quelques farfelus au Moyen-Âge qui vont émettre l'hypothèse, comme aujourd'hui, il y a des gens qui disent tout n'importe quoi, mais la très grande majorité, tout le monde érudit, sait que la Terre est ronde. À un tel point que, si je prends l'évolution de l'astronomie à cette époque-là, la question ne se pose plus de la Terre qui est ronde, les questions se posent par rapport à l'organisation de l'univers. Donc là, je vous ai mis une version, un petit échantillonnage du modèle de Ptolémée, on est au IIe siècle après Jésus-Christ. On est dans un monde qui est géocentrique, la Terre est ronde, elle est au centre, et le Soleil et les planètes tournent autour, et les planètes ont des mouvements un peu complexes, notamment sur, ici ce que je représentais, des modèles sur des épicycles, donc des petits cercles qui tournent sur un grand cercle autour de la Terre, pour que tout ça puisse reproduire en fait les mouvements qu'on voit vraiment dans le ciel. Donc c'est des modèles qui sont assez loin de la réalité, mais qui sauvent les apparences parce qu'ils ont une précision absolument diabolique, et ces modèles vont tenir jusqu'à la Renaissance. Donc, mais encore une fois, la Terre elle est ronde, point, il n'y a personne qui doute de ça. Et pourtant, aujourd'hui, on en est bien loin. Alors, si j'arrive au Moyen-Âge, ou pas loin, si je prends par exemple le cas de Saint-Augustin, à cette époque-là, on accède vraiment à la lecture allégorique de la Bible, et le seul point qui chipote un peu les théologiens, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la question des antipodes. C'est de se dire, si la Terre elle est ronde, et qu'il y a des gens qui sont de l'autre côté par rapport à nous, ils sont tellement loin, comment finalement Adam et Ève ont pu avoir une descendance qui a pu atteindre telle région, comment la parole de Dieu a-t-elle pu se répandre. Donc ça posait problème. On s'en sortait en disant, plus les marins voyagent vers le sud, plus ils se rendent compte qu'il fait chaud, donc probablement que les zones qui sont vraiment dans le lointain sud sont inhabitables. Et comme ça, on fait d'une pierre deux coups et on limite le problème. Mais pour eux, il n'y a aucun souci de la forme de la Terre, en fait. Voilà. Un autre point aussi de confusion, c'est que souvent on sort ce genre de cartes qu'on appelle des cartes TO. Donc T, une espèce de T qui est dessiné ici, et puis le O, là, c'est l'océan qui est tout autour. On dit, mais vous voyez, au Moyen-Âge, on a bien des cartes d'une terre plate. Mais ça n'a rien à voir. En fait, quand vous discutez avec les cartographes, on vous explique que ce sont des cartes spirituelles, en fait, et religieuses, pas du tout des cartes physiques. Ce qu'on a là, ce sont une carte symbolique des zones habitées. On sait que le grand sud du monde, a priori, il n'y a personne, hein, avec les antipodes, etc. Et donc on se concentre sur, là vous avez l'Asie, là vous avez l'Europe, là vous avez l'Afrique, et en général, il y a un tas de cartes où au milieu on voit Jérusalem. Donc c'est vraiment un monde spirituel. Mais donc tout ça alimente les confusions sur le Moyen-Âge et leur soi-disant perception complètement foireuse de la forme de la Terre.
Et puis arrive Newton, Copernic et tous les autres. Là, tout doucement, l'idée de l'héliocentrisme fait son chemin. Galilée, Copernic sont passés par là. Et lui, Newton va plus loin parce qu'il va dire que finalement, un objet qui tombe subit les mêmes lois que la Lune, la Terre et le Soleil. Donc on a vraiment une universalité des lois de la gravitation. Il arrive à montrer que les orbites des planètes ne sont pas des cercles mais des ellipses. Donc tout se simplifie en fait. Et surtout, il va plus loin. Et il montre que quand on applique les calculs de la gravitation à un objet massif laissé à lui-même dans l'espace, pour autant qu'il ait une certaine masse, eh bien cet objet il prend la forme d'une sphère, et s'il tourne sur lui-même, l'objet a tendance à s'aplatir. Donc en gros, il dit que la Terre doit être une sphère un peu aplatie. Il y a des missions qui vont en fait mesurer le méridien, etc. J'ai plus tous les détails. Et on va vérifier qu'effectivement, au pôle, la Terre est un peu plus aplatie qu'à l'équateur. Donc c'est vraiment le triomphe de la science, etc. Alors ce qui est très amusant, c'est que dans tous les domaines de la science, finalement, les gens se disent mais finalement la physique est un modèle, parce que là on voit que les physiciens ont mis le doigt sur des lois cachées qui nous permettent de comprendre le monde. Certainement qu'il y a des lois pour d'autres domaines, d'autres phénomènes, et donc on n'a plus trop besoin de Dieu, et ces lois vont nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Et donc les Lumières, l'époque des Lumières, elles vont vraiment en fait mettre ça en avant. Newton est vraiment mis comme un exemple, et en disant, nous on est les modernes, vraiment, voilà, nous on est les brillants, et tout ce qui était avant nous, c'était l'époque de l'âge sombre, et donc ça renforce encore cette idée d'un Moyen-Âge complètement arriéré, qui est complètement foireux. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, Newton lui-même est paradoxal, parce que oui, il alimente ses idées de modernisme, mais le gars, il est alchimiste, il est numérologue, il est entre l'ancien et le nouveau monde, même si c'est le physicien le plus brillant de la Terre, pendant très très longtemps. Donc voilà. Et donc on pourrait se dire, bon, ok, c'est bon, quoi. Finalement, la Terre plate, c'est terminé. On a vu que c'est des conneries liées à Irving et la petite chansonnette. Et depuis le IVe siècle, il n'y a plus aucun doute. Et pourtant, encore une fois, aujourd'hui, il y a plus de platistes que jamais. Donc on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors, quand on arrive au XIXe siècle, il y a beaucoup de révolutions qui arrivent, notamment dans le domaine de la géologie. On se rend compte que la Terre, elle est vachement plus vieille qu'on ne le pense. On est loin des 6000 ans, on est plutôt dans les millions d'années, aujourd'hui c'est milliards. Il y a des ères géologiques, on se rend compte que les évolutions sur Terre sont des phénomènes progressifs et très lents, et pas des choses liées forcément à des cataclysmes. Donc il y a des notions de ères géologiques qui apparaissent, et puis on a la biologie qui vient mettre son grain à moudre là-dedans avec les idées d'évolution. Donc ça commence à secouer partout. On a des idées en cosmologie, on commence à imaginer le début du système solaire. Et donc là, on a des idées qui commencent à être de plus en plus opposées à la science, mais quand on regarde ce qui se passe dans le monde anglican, les gens arrivent à faire le grand écart. Ils se disent, bon ok, la Genèse, elle dit que le monde il s'est créé en 7 jours, mais bon, si on dit qu'une journée, c'est une ère géologique, bon, ça marche, etc. Et donc voilà, on est entre les deux, personne n'est choqué, on avance. Et les scientifiques prennent de plus en plus d'importance. 19e, c'est une période où on commence à se professionnaliser, etc. La notion d'expert commence à arriver. Et c'est là qu'intervient un bonhomme qui est assez extraordinaire, qui s'appelle Samuel Robotham, qui à la base, c'est une espèce de socialiste qui a participé à des utopies comme ça, Owenite. Moi, je ne connais pas très bien ce domaine-là. Et donc ce type est assez malin. Il se fait appeler parallaxe. Donc pour ceux qui ne sont pas habitués à la physique, la parallaxe, c'est le fait que quand vous regardez votre pouce avec l'œil gauche et puis l'œil droit, on a l'impression que le pouce change de place. En fait, quand on prend un point de vue différent, on voit des choses un peu différentes. Donc il se fait appeler parallaxe et il invente une discipline qu'on appelle la zététique, alors, qui n'a pas le même sens de la zététique d'aujourd'hui. Ça vient du grec qui veut dire explorer, chercher. Et en fait, parallaxe, son hypothèse, c'est on ne peut se fier qu'à ses sens. Vous ne pouvez donner confiance à personne. Si c'est vous qui avez avec vos sens vu quelque chose, ça marche. Sinon, ça ne marche pas. Et donc, sa vision du monde, elle se base sur son expérience personnelle, mixée avec les récits bibliques. Et donc, ça donne lieu à quoi ? Il refait une hypothèse de Terre plate. Il dit, en fait, la Terre, elle est plate, elle est immobile. Au milieu de la Terre plate, on a le pôle Nord. Et tout autour de la Terre plate,
il n'y a pas de risque de tomber dans une zone avec des monstres, etc., parce que la Terre plate est ceinturée de murs de glace impénétrables d'au moins 150 mètres de haut, etc. La Terre a été créée en 6 fois 24 heures et elle est proche de sa destruction par le feu. Voilà. Ça, c'est les grandes idées de Parallaxe. Je vous ai mis un de ces dessins ici d'époque. Et le Soleil, dans tout ça, n'est pas du tout ce corps chaud lointain, comme le disent les astronomes. Il n'est qu'à 600 km de distance de Londres. La Lune et les étoiles et le Soleil ne sont pas des corps en tant que tels, ce sont des luminaires. Et la Lune et les étoiles ne sont pas plus loin que 1600 km. Voilà. Après, il faut être capable d'expliquer avec ce modèle-là les couchers du Soleil, le lever du Soleil, les éclipses, un tas d'histoires, mais il a réponse à tout, en fait, Parallaxe. Si vous voulez, on peut en discuter après. Alors, le fameux argument de l'éclipse de Lune, qui est de dire qu'en fait, quand je vois une éclipse de Lune, je vois vraiment l'ombre de la Terre se projeter, je vois ce disque noir qui a servi à Aristarque de Samos pour notamment estimer le rapport entre le diamètre de la Terre et de la Lune. Lui, il dit, ce machin noir qu'on voit, en fait, c'est pas l'ombre de la Terre. Il dit, prouvez-moi que c'est l'ombre de la Terre, dit-il. On raconte qu'en France, au mois de juillet 1800, je ne sais plus combien, on a eu une éclipse de soleil, éclipse de lune dans le ciel, et en même temps le soleil sur l'horizon. Alors, je ne sais pas d'où il a sorti ça. Et donc il dit, on ne peut pas avoir d'alignement. Donc c'est pas du tout la lune, c'est pas la Terre qui est impliquée au niveau de l'éclipse. C'est qu'il y a un autre corps, un autre objet céleste inconnu, invisible, qui de temps en temps se met devant le soleil. Qu'est-ce que vous voulez se mettre devant la lune? Qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Et donc il y a des réponses partout pour ce genre de choses. Quand le soleil se couche ou se lève, il ne se couche pas vraiment, en fait, la Terre est plate. Le soleil, c'est comme une espèce de lampe de poche avec un flux de lumière très vertical. Il tourne sur la Terre plate avec une trajectoire qui fluctue en fonction de la saison, parce qu'il faut reproduire l'hiver et l'été. Et la Lune, c'est la même chose. Mais comme il est à la même hauteur, comment on explique qu'il se couche et qu'il se lève? Un effet de perspective. Vous observez un oiseau qui vole à la même altitude et qui s'éloigne de vous, vous avez l'impression qu'il s'abaisse de l'horizon. Enfin voilà, bon, tout ça est un peu tiré par les cheveux. Et donc, il crée ce qu'on appelle la société de zététique. Alors, il vit en fait, comment il a alimenté toutes ces idées? Il vit en Angleterre, dans une région où on a le Old Bedford Canal. Donc, c'est un canal qui fait 10 km de long, sur lequel il n'y a pas d'écluse, il n'y a rien. Donc, c'est vraiment un plan d'eau. Et en hiver, il est habitué à avoir des patineurs tout au bout du canal. Il y a des compétitions qui ont lieu là. Il est habitué à avoir en été des gens sur des bateaux. Et il observe souvent avec un télescope, et lui, il constate que même quand les gens sont tout au bout, il les voit dans son télescope. Et si la Terre était ronde, avec une telle échelle, la courbure de la Terre devrait faire que les gens qui sont au bout du canal devraient être invisibles. Donc lui, il est convaincu que la Terre, elle est plate, et que la théorie du globe, en fait, ça ne tient pas la route. Alors, il est convaincu, et en même temps, il y a quand même des doutes. Parce que ce gars va se faire beaucoup d'argent sur tout ça. Et vous allez voir, au niveau éthique, c'est très très particulier. Alors là, il y a plein de dessins d'époque sur les expériences de Parallaxe, etc. Et puis, ce qu'il fait, c'est qu'il se rend compte que, à cette époque-là, en Angleterre, il y a des mécènes qui financent la construction de grands halls où on peut traiter de plein de sujets. Les gens payent une petite somme basique et n'importe qui peut venir, un peu de tous les milieux. On appelle ça les instituts de mécanique. Et il sait que l'astronomie, c'est quelque chose qui attire beaucoup. Il sait que ces questions polémiques de terre plate, terre ronde, ça va certainement attirer les gens. Et donc, en fait, il commence à donner des conférences. Alors au début, il va partir en courant d'une de ces conférences parce qu'on va lui poser une question, il va être en défaut, il n'a pas la réponse et il va vite s'enfuir. Mais assez rapidement, il va devenir un conférencier, mais hors norme. Le gars, il apprend les techniques de rhétorique qui font qu'on ne peut jamais le mettre en défaut. Il va assommer ses opposants de toutes sortes d'arguments. En plus, quand vous n'avez pas l'habitude de ces domaines d'astronomie, de terre ronde, etc., les arguments qu'il va vous sortir, en général, ils vous coincent. Et donc, il va sortir un bouquin qui est Earth, Not a Globe, qui est toujours en vente aujourd'hui. Je l'ai dans mon sac, si vous voulez. Je ne suis pas du tout un platiste, je vous rassure, et qui encore, c'est pratiquement la Bible de tous les platistes aujourd'hui. Voilà, et donc c'est un conférencier vraiment hors norme, il garde tout le temps son calme, etc. C'est assez impressionnant. Mais en même temps, il a un intérêt pour la médecine, et il dit c'est Dieu qui a créé le corps humain, donc le corps humain ne peut être que parfait.
Donc si le corps humain est sujet aux maladies, c'est qu'il y a un problème dans la façon dont on vit, etc. Et donc il invente un remède, le phosphorus, là qu'on voit ici, qui, si vous le prenez, il va résoudre tous vos problèmes psychiatriques, la danse de Saint-Guy, problèmes cardiaques, les problèmes de vue, et même pour les hommes, les problèmes d'impuissance. Voilà. Donc il y a tout ce côté un peu charlatan, etc. Mais avec la Bible toujours en référence. Alors, il va faire de nouveaux disciples qui vont jouer un rôle dans la suite de l'histoire. Il y a Carpenter qui, à un moment donné, va quitter l'Angleterre pour aller vers les États-Unis. Donc, c'est comme ça que le platisme va essaimer de l'autre côté de l'Atlantique. Et Carpenter va aussi faire un bouquin que j'ai aussi dans le sac ici. Et puis, il y a un gars qui est intéressant, qui s'appelle John Hamden, qui a un style totalement différent. Autant Parallax est un type posé qui ne va jamais s'énerver et ce sera sa force, autant Hamden est un sanguin, ça va lui jouer des tours. Et en fait, Hamden, à un moment donné, va lancer un défi à la communauté scientifique. Alors, je vous ai mis le texte de ce défi. En gros, il est prêt à déposer une grosse somme d'argent, l'équivalent d'un an de salaire à l'époque, à tout philosophe, théologien, scientifique qui peuvent prouver que la Terre est ronde, en se servant soit des Écritures, soit de la raison, soit des faits. Et en gros, l'idée, c'est de montrer qu'une voie ferrée, une rivière, un canal ou un lac, en fait, c'est pas plat, mais c'est convexe. Alors, il lance ce défi, et il y en a un qui va le relever, c'est Alfred Wallace, qui est le co-découvreur de l'évolution. Wallace, en fait, c'est un autodidacte, il n'a pas de poste définitif, il a du mal à joindre les deux bouts, il voit cette somme qui est là, puis il se dit, il faut tordre le cou à toutes ces idées complètement farfelues. Certains, dans le milieu scientifique, l'encouragent, d'autres disent, mais non, c'est n'importe quoi. Si tu acceptes le défi, c'est que tu acceptes de mettre en discussion ces débilités profondes. Donc, il y a vraiment beaucoup de débats, il va être très mal vu dans tout ça, mais il relève le défi. Et en fait, il va en partie se faire avoir, parce que Hamden va amener Wallace sur le terrain des platistes, qui est de dire, on va aller au canal de 10 km de long. Et ce que ne sait pas Wallace, c'est que les platistes, ça fait des décennies qu'ils font des expériences là. Eux sont convaincus que ça marche. Alors ils doivent choisir des arbitres pour arbitrer de façon objective le débat. Ils ont chacun le choix de choisir qui ils veulent. Mais ce que va faire en fait Hamden, c'est qu'il va prendre Carpenter, qui est un des grands platistes de l'époque, ce que ne sait pas Wallace, etc. Ils vont essayer une version au début, ça ne marche pas, c'est compliqué, je passe les détails, on n'a pas trop le temps. Et finalement, ils vont faire une version qui est la suivante, c'est que voilà, ils installent ici un mât. 10 km plus loin, il y a un autre mât avec un espèce de petit panneau qui est ici à la même hauteur. Et entre les deux, en environ 5 km, vous avez un mât avec deux disques comme ceci. Alors le disque du haut, il est exactement à la même hauteur par rapport à l'eau que les deux repères qui sont là et là. Donc, si vous mettez un télescope ici et que vous observez dans cette direction-ci, si la Terre elle est plate, vous allez voir le plot ici sur le piquet du centre, exactement devant le barreau qui est juste là. Si la Terre elle est ronde, comme vous voyez ici, les disques ils vont être au-dessus du panneau qui est à 10 km. Ils font l'expérience. Wallace met son œil. C'est amusant parce que ça excite un peu tous les passants qui sont là. Donc il y a un gars qui dit tiens, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire ici? Mais ils veulent montrer que l'eau n'est pas de niveau. Vous savez, moi je suis là depuis 10 ans, si l'eau n'est pas de niveau ici, elle ne sera nulle part ailleurs. Donc les gens se demandent vraiment ce qu'ils essaient de vérifier. Wallace met son œil à l'oculaire et qu'est-ce qu'il observe? Il observe ça. Alors là, vous avez la barre, c'est le panneau qui est ici, et les deux disques noirs, c'est les deux disques qui sont ici. Alors quand vous voyez ça, vous allez dire, mais donc finalement, c'est les platistes qui ont gagné pratiquement, parce que les deux disques ne sont pas au-dessus comme ça devrait être. Mais n'oubliez pas que quand on observe dans une lunette astronomique, en fait, on voit à l'envers, et si on remet tout ça à l'endroit, on voit ce que les globistes, entre guillemets, avaient prévu. Donc on voit bien le barreau qui est ici, avec les disques qui sont en haut. Donc pour Wallace, en fait, il a gagné, c'est une évidence. Donc il invite Hampton et son référé Carpenter à regarder. Il est convaincu qu'ils vont accepter la défaite. Et là, il voit que Carpenter hurle de joie en disant « On a raison, la Terre est plate ». Donc un truc complètement invraisemblable. Wallace reste complètement estomaqué de ce qui se passe. Mais il y a beaucoup d'argent en jeu aussi. Donc finalement, ils vont faire appel à un arbitrage extérieur, etc. Après 10 jours de discussion,
c'est évidemment Wallace qui l'emporte, mais les platistes ne l'acceptent pas. Et Hamden rentre dans une rage, mais épouvantable, qui ne va pas se calmer pendant des années. Et donc, il va harceler sans cesse Wallace, sans arrêt, en le calomniant, etc. Tous les platistes s'y mettent également. Ça va finir au tribunal avec des amendes, des Hamden continuent, et finalement il va aller faire de la tôle. Enfin, ça a un impact sur la vie de ces gens-là qui est absolument dingue. Voilà, c'est très mal vu d'avoir participé à ça. Pendant 15 ans, les discussions vont continuer avec des nouveaux tests, et finalement Wallace dira j'ai appris une seule chose, c'est qu'en fait j'ai perdu mon temps, et que discuter avec ces gens-là, quand on n'a pas l'habitude, quand ces gens-là discutent avec des gens qui n'ont pas l'habitude des arguments fins, n'importe qui peut se faire avoir en fait. Enfin, voilà, donc c'est toute une épopée. Alors ensuite, à la mort de toutes ces personnes, il y a un autre personnage important qui apparaît, c'est Lady Blount. C'est une dame qui est assez troublante en fait, dans le sens où elle est en avance sur son temps par rapport à plein de conceptions. Elle est par exemple contre la vivisection. Elle est dans une association qui défend ce qu'on appelle les races sombres. Donc, en gros, on défend les gens de couleur. Donc, il y a tout un côté moderne, etc. Elle est poétesse, elle écrit, elle chante, etc. Mais elle réinjecte une dose de lecture littérale de la Bible qui est effrayante. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Donc, science et religion, pour elle, sont absolument inconciliables. Elle développe la Société zététique universelle. Elle a une revue. Et je vais vous donner un exemple de choses qu'elle publie. Voilà. Les navires ont déjà fait le tour de la Terre d'ouest en est, mais jamais du nord au sud. N'est-ce pas étrange? Personne n'a fait le tour d'un pôle à l'autre. Comment, dès lors, la rotondité de la Terre aurait-elle pu être prouvée? Alors, je vais vous dire d'autres exemples que ses disciples directs publient dans sa revue. Il reste à prouver pour l'école copernicienne d'astronomie que la Terre sur laquelle nous marchons avec tant de complaisance et que le pays, qui par beau temps semble si calme et paisible, vole dans l'espace à une vitesse totale de 138 000 km/h. Allons-nous croire aveuglément une théorie qui, dans la nature des choses, est si impraticable et une théorie qui contredit directement les preuves de nos sens donnés par Dieu? Nous ne ressentons aucun mouvement, nous ne voyons aucun mouvement et nous n'entendons aucun mouvement, tandis que nos sens favorisent le fait raisonnable et démontrent que la Terre est stationnaire. Voilà, si nos sens ont été donnés par Dieu, on doit écouter nos sens. En gros, c'est ça. Et alors après, ça devient terrible. La science, c'est l'un des plus subtils desseins du malin. Et la Bible est absolument vraie. Et l'astronomie moderne est absolument fausse. Donc il y a une rage qui est là. Et donc elle fait des conférences qui rencontrent beaucoup de succès. Après Lady Blount, là, on est aux États-Unis. Et là, voilà, il y a plein de mouvements. J'en parlais tout à l'heure avec Stéphane. Probablement des mouvances un peu évangélistes, protestantes, bizarres, etc. Donc là, il y a un guérisseur, John Dewey, qui va créer une ville, en fait, où on va enseigner la Bible de façon littérale, toute sa vision du monde. Bon, ce gars va se faire beaucoup de fric, beaucoup d'harcèlement en tout genre. Donc pour lui, ça va se finir assez mal. La ville de Zion va être dirigée ensuite par un autre gars qui s'appelle Voliva. Et lui, c'est lui qui va être un acharné de la Terre plate, mais avec une vision biblique terrible. Et je vais vous montrer un des panneaux qui était à l'entrée de Zion. Personne, sauf un scélérat sans scrupule, une personne plus basse que le chien le plus sale, oui, plus basse qu'une mouflette, appellerait la Terre un globe, ici à Zion City. Voilà. Et ce gars, en fait, ce qui est amusant, c'est qu'on voit toute l'évolution des arguments, de la propagande au niveau de la Terre plate en fonction de la technologie. Donc, par exemple, à l'époque de Lady Blount, c'est l'époque où l'électromagnétisme se développe, et donc on fait appel à des courants magnétiques dans le ciel qui poussent le soleil, etc. Lui, il va utiliser le début de la radio. Donc, il a une chaîne de radio, et il va commencer avec ça à convaincre des gens que la Terre est plate, mais très loin de Zion, etc. Et voilà, l'univers selon Voliva, c'est que regardez le genre de raisonnement, c'est assez extraordinaire. Il dit « L'idée d'un soleil de plusieurs millions de kilomètres de diamètre, situé à 145 millions de kilomètres, est ridicule. Le Soleil ne mesure que 51 km de diamètre et se trouve à moins de 4800 km de la Terre. Il va de soi qu'il doit en être ainsi. Dieu a créé le Soleil pour éclairer la Terre et il a donc dû le placer à proximité de la tâche pour laquelle il a été conçu. Que penseriez-vous d'un homme qui construirait une maison à Zion
et placerait la lampe qui l'éclaire à Kenosha dans le Wisconsin. Voilà. Donc c'est assez marrant comme raisonnement. Et puis voilà, il va finir il va finir en faillite, etc. Et ceux qui vont prendre le contrôle par la suite de Zion pour se venger des idées un peu extrémistes de ce gars-là, ils vont même aller jusqu'à imposer un espèce de logo sur la voiture je suis fatigué, de Voliva, sur lequel on voit une terre qui est ronde, etc. Alors, ensuite, on arrive en 56, et là, il y a Samuel Shenton, qui est un type tout à fait discret, doux, etc., mais qui peut se transformer à certains moments en quelqu'un de très, très virulent. Et lui, en fait, il reprend l'idée de terre plate, il croit fermement dans ce que la Bible raconte, mais quand il essaie de convaincre que la terre est plate, il n'utilise plus les arguments bibliques vraiment. Donc il va essayer d'aller, on va dire, sur le terrain des scientifiques, alors d'une certaine mesure avec des guillemets, parce qu'il prend certains arguments, mais les raisonnements ne sont pas vraiment ce qui devrait être. Et juste peut-être vous raconter comment ce gars-là il est devenu convaincu que la terre est plate. Quand il est jeune, il est convaincu comme tout le monde que la terre est ronde. Et puis il a une idée géniale, il dit « Pourquoi on n'invente pas un avion qui volerait, qui irait très haut dans l'atmosphère, il se maintiendrait en vol stationnaire, il attend 1 heure ou 2, la terre en dessous de l'avion bouge, et puis l'avion redescend, et les gens sont arrivés à destination ultra vite. On pourrait faire un vol New York-Londres en, je ne sais plus faire le calcul, en très très peu de temps. Et il ne comprend pas que personne n'ait une idée aussi géniale que la sienne. Mais il ne comprend pas, ce n'est pas possible. Et un jour, il rencontre une autre personne qui a eu cette idée-là, et il fait que ce gars est un disciple de Lady Blount dont je vous ai parlé juste avant. Et donc, il commence finalement à être soumis à ce matraquage cérébral de la Terre plate, et il se rend compte qu'en fait, cet avion ne peut pas voler parce que la Terre, elle est plate. Et donc, cette idée lui était très chère, mais il dit « je l'abandonne, ça me fait mal, mais c'est pour un intérêt supérieur, c'est défendre l'idée que cette Terre, elle est vraiment plate et qu'en fait, on nous ment. » Et c'est comme ça qu'il commence ces histoires. Mais le pauvre, lui, il va subir de plein fouet plutôt, l'époque de la conquête spatiale. Et là, ça va faire mal aux platistes. Donc, on a Spoutnik en 57. Alors, comment il se sort de Spoutnik? On dit, enfin, ta Terre, elle est plate, il y a Spoutnik qui tourne autour, comment c'est possible? Et lui, il dit, en fait, Spoutnik, il tourne autour de la Terre comme un bateau autour d'une île. Ça ne veut pas dire que l'île, elle est ronde. Et ça, c'est un argument que les platistes ont souvent repris. Et puis, on envoie John Glenn faire un petit bout d'orbite autour de la Terre. Et il dit, mais vous savez, John Glenn, c'est comme les petits avions pour les enfants, on met une ficelle, on fait tourner l'avion. Voilà, ça ne veut pas dire que la Terre, elle est ronde. Toujours cette... Et puis, ça devient de pire en pire, en fait, pour lui. Parce qu'à un moment donné, on a les missions lunaires qui commencent. Et là, on est suffisamment loin de la Terre. Et là, on commence à voir la Terre dans sa globalité. Et là, il va avouer que quand il a vu l'image de la Terre ronde, pour lui, ça a été un choc, mais violent. Il lui a fallu quelques jours pour s'en remettre. Et puis, assez rapidement, paf, il reprend le dessus. Et il dit, mais non, ce qu'on voit, c'est un effet de courbure de l'objectif, c'est un fisheye. Et puis, d'autres moments, ce sera des montages. Regardez, la NASA dit que c'est des montages, des mosaïques, arguments qui sont toujours dits là. Et puis, on avance. Et puis on arrive à Apollo, en fait. Et donc, Apollo, ça peut être que du faux. Et donc, l'idée que l'alunissage soit un fait commence à prendre beaucoup plus d'amplitude à cette époque-là. Et donc, en fait, c'est le début en fait, du complotisme qui commence à se mettre en place. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'au fur et à mesure de la conquête spatiale, sa société zététique, la société de la Flat Earth Society, en fait, elle commence à avoir ses nombres d'adhérents, mais qui chutent à mort. Au début, ils sont 3000, et puis on a de moins en moins, fatalement, avec des photos pareilles, ce que vous voulez faire. Mais par contre, la science commence à avoir une image très négative, parce que finalement, les gens ont vu les dégâts du napalm au Vietnam. On racontait que la science allait résoudre tous les problèmes de l'humanité, et les gens disent « mais non, on fait de la science, elle travaille pour les lobbies militaires, à la demande des politiques, etc. Regardez la bombe atomique. » Et donc, on a une image complètement sombre de la science qui se met en place. Et donc, l'idée que, finalement, l'atterrissage lunaire est un fait, que les scientifiques nous mentent, que les scientifiques ne sont pas si sympas qu'on voudrait l'être, que finalement, tous les raisonnements de la science n'amènent qu'à la destruction,
fait que le complotisme commence vraiment à monter en puissance à ce moment-là. C'est l'époque où on a, je voulais vous le montrer, mais on n'a pas le temps, des films comme Capricorn One qui sortent, où on imagine des faits que par rapport à un atterrissage sur Mars, etc. Donc voilà, ça se met en place. Ces personnages, en fait, ils sont à la fois loufoques et en même temps, ils sont attachants. Des gars comme celui-ci et son successeur reçoivent typiquement 2000 lettres par an. Ils se font, mais hués, ridiculisés, et ils tiennent bon contre vents et marées. On ne peut pas s'empêcher de ne pas avoir d'empathie, en fait. C'est tout à fait étrange. Alors, le dernier grand nom de tout ça, c'est Johnson, qui prend la suite de la Flat Earth Society quand le prédécesseur décède. Et lui, en fait, il dit que la théorie de la Terre ronde, pour lui, c'est la théorie de la boule de graisse. Pourquoi? Tous les platistes sont opposés à l'idée de gravitation. Pour lui, la gravitation n'existe pas. Et donc, elle dit, si la Terre elle est ronde, qu'elle tourne aussi vite, qu'elle va aussi vite dans l'espace, comme la gravitation n'existe pas, on devrait voler. Et donc, il dit que la Terre devrait être comme une espèce de boule de graisse, on est collé. Donc, enfin, c'est purement ironique. Il se moque des globistes en disant qu'on est sur une boule de graisse. Et c'est un gars qui, lui aussi, a une histoire un peu intéressante. Quand il est enfant, il se pose plein de questions. Et il est à l'école et on commence à voir apparaître des maps mondes, enfin des globes terrestres dans l'école. Et il pose une question à son instituteur. Il dit, mais si la Terre elle est ronde et que je vois qu'il y a plein de bleu autour, c'est l'océan, ben, l'océan il devrait tomber, il devrait couler, il ne peut pas rester autour de la Terre. Et son enseignant lui dit, rentre chez toi, prends un seau d'eau, fais tourner ton seau d'eau comme ça, tu verras ce qui va se passer. Donc le jeune Charles Johnson rentre chez lui, il fait l'expérience, l'eau ne tombe pas, il dit, mais cette expérience n'a aucun lien avec ma question. Là, je vois que l'eau reste collée dans le seau qui tourne. Moi, ma question, c'est pourquoi l'eau reste collée sur la Terre. Donc, il dit, on me ment, ou personne ne sait, et il va grandir avec cette idée obsessionnelle du mensonge. Et puis, du choix d'une bonne épouse, il épouse une Australienne qui vit aux antipodes, qui n'a pas eu la sensation d'avoir la tête à l'envers, qui est venue en bateau aux États-Unis et qui lui a dit que l'océan était bien plat. Et donc, il va régulièrement ressortir ces arguments-là. Et alors, adepte des jeux de mots, Copernicus, Spookniks, donc Spook c'est effrayant, Evolution, Chris Ball, enfin voilà, le gars est assez incroyable. Et pour lui, le XXe siècle, c'est l'âge sombre. En fait, il inverse complètement la perspective. Donc nous, on dit, on a les scientifiques et puis on a les complotistes. Lui dit c'est le contraire. Les complotistes, ce sont les scientifiques. Et donc il dit ceci, la science n'est qu'une religion idiote sans Dieu. Il se dit hérétique de cette religion de la science. Et les scientifiques, ce sont un gang de docteurs, de sorciers, de conteurs, des prêtres animateurs, des incontrôlables bourreaux d'animaux. Là, on revient sur la notion de vivisection. En fait, voilà. Personnes avilies, dégénérées, dont les cerveaux sont infestés de vers. Voilà. Ça, c'est l'opinion qu'il avait des scientifiques. La science, c'est l'opium du peuple, l'œuvre de Satan. Voilà. Pour vous fixer un peu le contexte. Et puis, voilà. Sa femme est très malade, sa maison brûle, toutes les archives de la Flat Earth Society brûlent. Sa femme décède, il se retrouve tout seul, il vit dans une caravane, il doit être évacué parce que les autorités lui interdisent de rester là-dedans. Et on est au début des années 2000 et tout ça tombe dans l'oubli. Et il faut attendre en fait 2009 pour que la matrice soit régénérée, que la Flat Earth reparte. Mais en mode mineur, il n'y a plus que 200 membres, il n'y a plus grand-chose qui se fait. Et là, il y a le gars qui reprend la Flat Earth Society, c'est aussi un gars qui s'appelle Shenton. Il va créer une page wiki qui existe toujours, où là vous pouvez trouver un tas d'informations sur les raisonnements des platistes, mais vues par les platistes, un tas de documents, mais ça ne décolle pas. On est en 2009-2010. Et puis, on arrive en 2016, et là, on a des vidéos qui apparaissent sur YouTube. Et là, ça met le feu aux poudres. Les vidéos deviennent virales, il y a des millions de vues sur ces vidéos. Cette vidéo-ci, elle a été faite par un certain Éric Dubay, qui aujourd'hui est une des références chez les platistes. Bouquins, blogs, toutes sortes de trucs. Et on reprend en fait tous les argumentaires des premiers platistes, Parallaxe, etc., plus plein d'autres explications. Et puis voilà, et rapidement, l'opinion publique va évoluer sur ces questions. Alors, un petit exemple, un sondage de 2018 qui vous dit ici que, voilà, aux États-Unis, 84... voilà, c'est ça. Hein. Donc, c'est des gens qui disent qu'ils savaient que la Terre était ronde, maintenant ils commencent à douter, 5%.
Mais bon, il y a plus de 340 millions d'habitants. Des gens qui croient vraiment que la Terre est plate, ça faisait 2%. Ça, c'était en 2018. Et quand on regarde au niveau des jeunes, ben là, il y avait 4% des gens de la tranche de 18-24 ans qui sont convaincus que la Terre était plate. Ça, c'est en 2018. Puis j'ai trouvé ici un sondage de 2021, où là, on voit que 10% des Américains sont convaincus que la Terre est plate. Ça commence à faire beaucoup de monde. Alors, qu'il soit 34 millions, qu'il soit 12 millions, comme dit dans d'autres études, ça fait un gros paquet de personnes. Voilà, alors j'arrive à ma petite conclusion. On pourrait se dire, le platisme, c'est une histoire pour un dîner de cons, quoi. Voilà. Mais en fait, quand on creuse, c'est absolument pas ça. C'est un sujet qui est très très riche parce qu'il vous montre plein de choses. D'une part, il vous montre que l'acceptation des idées scientifiques, elle n'est pas linéaire. C'est pas parce qu'à un moment donné, on a accepté un truc qu'il y a un consensus dans la population, qu'il n'y a pas une marche arrière. Voilà. Donc ça, le platisme vous montre ça. Il vous montre aussi la subtilité des liens entre religion et science. Alors, certains, à un moment donné, ont voulu dire que c'était la guerre entre religion et entre la Bible et les scientifiques par rapport à la Terre plate. Oui et non. Dans certains cas, il y avait vraiment des intégristes chrétiens qui ont attaqué les scientifiques par rapport à ça, mais dans d'autres cas, on a des chrétiens qui ne sont pas opposés à la Terre ronde. Donc, il y a plein de subtilités, il y a plein de nuances qui sont là-dedans. Il y a toute la mécanique aussi de comment finalement on peut basculer dans le platisme, comment les algorithmes des réseaux sociaux vont amplifier certaines vidéos plutôt que d'autres. Donc on arrive dans toute notre époque complètement chamboulée. Alors moi je ne suis pas sociologue, là il faudrait avoir la réflexion des collègues, mais en fait le sujet est vraiment très très riche en soi. Et puis évidemment la grande question c'est est-ce que nous les globistes entre guillemets, est-ce qu'on n'a pas une responsabilité dans cette histoire ? Comment ça se fait que les gens n'ont pas forcément confiance dans des vérités établies depuis des siècles? Est-ce qu'on a pris le temps d'expliquer, quand Étienne Klein dit si on veut limiter l'effet du complotisme, il faudrait que chaque année, dans chaque école, il y ait un prof qui prenne le temps d'expliquer le comment on a su pour les vaccins, comment on a su pour la Terre ronde, etc. Parce que si on n'explique pas et que les jeunes se retrouvent devant plein de données, comment ils peuvent s'orienter là-dedans? Donc il y a toute une réflexion à avoir. Et donc, je vous souhaite de faire de beaux rêves. Et si on a le temps de discuter tout à l'heure, on le fera. Merci beaucoup. Voilà, je pense que j'en ai besoin.